Václav Havel disait « Chacun de nous peut changer le monde, même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance ». Et le mur de Berlin est tombé parce que des gens sans importance se sont dit « Maintenant, il y en a marre ». Je m'appelle Pierre Larouturou, je suis bernais, basco-bernais d'origine. Je suis né à Périgueux il y a 54 ans. Je suis ingénieur agronome et puis j'ai fait Sciences Po. Donc ça veut dire ingénieur agronome, ça veut dire que ça fait très longtemps que je m'intéresse à la vie de notre petite planète, à la vie des animaux, à la vie des sols, à la vie des forêts, des océans. J'ai eu la chance d'être l'élève de René Dumont, qui était le premier candidat écolo. Alors quand je suis arrivé à l'agro, il était déjà à la retraite, mais je suis allé chez René Dumont pour qu'il me raconte sa vie, tout ce qu'il avait fait à travers la planète, pour tirer déjà la sonnette d'alarme. Vous n'étiez pas né, c'était le premier candidat écolo en 1974. Et le premier qui disait « Attention, la planète s'abîme ». Et si on avait écouté en 1974, peut-être que ça irait mieux. Voilà. Et puis j'étais 11 ans consultant en stratégie, j'ai été militant associatif, d'abord sur la lutte contre la pauvreté. Mes premiers combats, quand j'étais tout petit, c'était contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mon premier souvenir, c'était des distributions de tracts pour boycotter les oranges et les pamplemousses qui venaient d'Afrique du Sud, parce qu'il y avait encore l'apartheid, quand Mandela est en prison. Et ça veut dire qu'une action non violente peut porter ses fruits. Et puis après ça, moi je me suis engagé à TD Carmonde, qui était une association de lutte contre la pauvreté. Je faisais du colportage de livres tous les samedis, et puis j'ai pris une année sabbatique pour travailler au service d'ATD Carmonde et des familles pauvres et qui luttaient contre la pauvreté. Et puis en 93, en 93 comme on dit à Bruxelles, j'ai lancé le débat sur la semaine de 4 jours pour lutter contre le chômage et pour vivre autrement, ce qui m'a occupé longtemps parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'inertie et très peu de débats sereins sur les grandes questions. Et puis depuis 7 ans, j'ai la chance de travailler avec Jean Jouzel, un des plus grands climatologues, je crois que vous l'avez rencontré, c'est un homme très modeste, mais c'est un des plus grands climatologues du monde. C'est lui qui a 35 ans, c'est Jean Jouzel et Claude Lorius et puis leurs collègues qui ont fait des découvertes fondamentales sur le lien entre le CO2 et le dérèglement climatique, ce qui fait que quelques mois plus tard, leur découverte était tellement claire que Ronald Reagan, Margaret Thatcher, tous les chefs d'État ont dû accepter de créer le GIEC. Donc quand on lit les rapports du GIEC, c'est des centaines de scientifiques qui travaillent incroyablement bien, et le point de départ, ce qui a obligé les chefs d'État à prendre au sérieux la question du climat, c'est les découvertes de Jean Jouzel, de Claude Lorius et de leurs collègues. Donc depuis 7 ans, j'ai la chance d'être un ami de Jean Jouzel et on se bat pour qu'il y ait des financements parce que si on veut gagner la bataille du climat, il faut isoler toutes les maisons, il faut faire des transports en commun, il faut changer de modèle d'agriculture et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on n'a pas d'argent, on n'y arrivera pas et donc on passe notre temps à dire qu'il y a des solutions, en particulier au niveau européen, qu'aucun pays tout seul ne pourra y arriver, mais qu'on se bat pour avoir des financements au niveau européen. Et depuis 1 an, je suis député européen, ce qui était assez inattendu, et depuis 6 mois, je suis rapporteur général du budget. Donc je n'ai pas mis la cravate, mais c'est une responsabilité importante. Le Parlement m'a demandé je représente tout le Parlement européen dans la négociation sur le prochain budget de l'Union européenne, sur le budget 2021. Donc c'est le budget du climat, c'est le budget de la recherche, c'est le budget de la coopération, c'est le budget de Frontex, c'est le budget de l'accueil des réfugiés, voilà. Et donc on se bat. J'ai dit depuis le début que je ne pourrais pas accepter un budget s'il n'y avait pas des dizaines de milliards en plus pour le climat et pour l'emploi. Voilà, donc là vous sentez un peu de stress parce qu'il nous reste quelques semaines pour faire approuver un budget. Donc là je suis à Paris aujourd'hui, mais sinon je suis 5 jours ou 6 jours par semaine à Bruxelles pour faire passer nos idées, pour dire la planète brûle, malgré ce que vous croyez, malgré la crise économique, le niveau de l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, 2020 va être la plus mauvaise année pour l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Et donc il faut absolument qu'on trouve des financements. Bien sûr, il y a une crise sanitaire très grave, bien sûr, il y a une crise sociale très grave, mais on ne peut pas oublier la crise climatique. Et bonne nouvelle, on a des solutions pour régler les 3 crises en même temps. Le collectif Roosevelt, on l'avait créé avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, avec Dominique Méda, Cynthia Fleury et plein de gens bien, en 2012, parce qu'on trouvait que le programme de François Hollande, on espérait que Sarkozy allait perdre et que François Hollande allait gagner, mais on trouvait que le programme de François Hollande était très très médiocre. Et donc en s'inspirant de ce qu'a été Roosevelt en 1933, Roosevelt quand il arrive aux États-Unis au pouvoir à la Maison Blanche en 1933, le pays était sinistré, les gens n'avaient pas le moral, les gens pensaient qu'il n'y avait aucune solution contre la crise sociale. Et Roosevelt, alors qu'il est plus tout jeune et qu'il est paralysé, il fait passer 15 réformes en 3 mois, ce qu'on appelait le New Deal, la nouvelle donne. Et il redonne de l'espoir, il redonne du boulot à des millions de gens, il fait des grands projets pour sauver les forêts, pour améliorer le revenu des paysans. Il fait passer 15 réformes en 3 mois et en 3 mois, il a changé la vie quotidienne de millions de gens, il a redonné de l'espoir. Et après ça, 2 ans après, il dit que son premier New Deal n'a pas suffi, donc c'est un homme qui est vraiment honnête, mais qui a toujours parlé avec beaucoup d'intelligence, en agissant pour la justice sociale. Et au moment où l'Europe
roule vers la barbarie. En 1933, c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir et on sait que ça a fini par la barbarie. Roosevelt n'était pas un magicien, mais il a sauvé l'essentiel, il a sauvé la cohésion sociale et la démocratie d'un pays qui était quand même plus touché par la crise que l'Europe. Donc on a créé ce collectif Roosevelt en disant, voilà, Roosevelt, c'était en 1933, le monde a changé, mais voilà 15 propositions pour éviter une catastrophe sociale, pour réguler le marché financier. Et déjà, on proposait de mettre, notre slogan à l'époque, c'était 1000 milliards pour le climat, en disant pour sauver les banques, en 2008, on a mis 1000 milliards, et heureusement qu'on l'a fait, on pourrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Au début, on ne nous prenait pas au sérieux, et puis petit à petit, on a obtenu l'idée d'une banque du climat. Beaucoup de gens rigolaient en 2012 ou en 2017, et maintenant, ça y est, c'est acquis au niveau européen. Quand on parle d'une banque du climat, tout le monde dit qu'on est d'accord. Maintenant, la question est à savoir, donc c'est quand même une première étape. Il y a une haut fonctionnaire française qui m'a dit, mais Pierre, quel chemin parcouru en 2 ans? Donc ça veut dire qu'un mouvement citoyen peut imposer des idées dans le débat public. Et maintenant, on se bat. J'ai encore passé 3 heures cette semaine à Bruxelles pour dire que ce n'est pas une petite banque qu'il nous faut, c'est une grande banque. Et quand la Banque Centrale Européenne, là cette année en 2020, a mis 1300 milliards sur la table au mois de juin, 1300 milliards donnés aux banques sans aucun contrôle, comment est-ce qu'on pourrait expliquer que la Banque du climat ne fera que 16 milliards de prêts chaque année? Ce qui est prévu, c'est une petite banque qui fera 16 milliards de prêts, alors que la Banque Centrale a mis 1300 milliards en un jour sur la table. Donc maintenant, la première étape est gagnée, il y a une Banque du climat. Est-ce que c'est juste un logo à côté de la BUI qui ne change pas grand-chose, ou est-ce que c'est... Et je me bats pour qu'il y ait des subventions. Vous savez que la Convention citoyenne en France avait dit qu'il faudrait rendre obligatoire les travaux d'isolation, sinon on n'avance pas sur l'isolation des bâtiments. Le propriétaire dit qu'il ne veut pas payer, le locataire dit que ce n'est pas lui, voilà. Donc on est nombreux à dire qu'il faudrait qu'il y ait une loi qui dit dans 20 ans tous les bâtiments doivent être isolés, mais si on oblige les gens à faire des travaux et que chacun doit payer avec son argent, il y aura des gilets jaunes partout. Et ça se comprend, parce qu'une vraie isolation c'est 20 000 ou 25 000 euros, on ne va pas demander à chaque famille ou à chaque personne de trouver 20 000 euros. Donc nous, on se bat pour que il y ait une aide de l'Europe et que si vous isolez là où vous habitez, votre maison, votre appartement, que au moins la moitié de la facture soit payée, que vous receviez un chèque et que donc au moins une moitié soit payée par un chèque, c'est une subvention, qu'il y ait des gens compétents pour faire des travaux, la moitié est payée par une aide et le reste est financé par la Banque du climat et vous aurez des prêts à taux zéro. Et si vous faites 800 euros ou 1000 euros d'économie chaque année sur vos dépenses de chauffage, vous pourrez rembourser ce prêt pendant les 8 ou 10 ans. Et après ça, ce sera du bonus pour vous. Donc voilà, le collectif Roosevelt faisait plein de propositions. Et comme François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'ont rien repris, on a finalement créé un nouveau parti politique, Nouvelle Donne, qui porte ces idées. Et c'est grâce à Nouvelle Donne que je suis, et avec Nouvelle Donne que je suis député européen. Je suis rattaché au groupe social-démocrate parce que comme je suis le seul député Nouvelle Donne, je n'aurais pas eu beaucoup d'effets si j'étais resté seul dans mon coin. Donc je me suis mis dans le groupe social-démocrate et c'est le groupe social-démocrate qui m'a proposé, au nom de tout le Parlement, d'être rapporteur général du budget parce qu'il y a un système, c'est une fois un ou une députée de droite, une fois. Donc l'an dernier, la rapportrice générale du budget, c'était une femme de droite, de la CSU, Monique Palmeyer. Et cette année, ça revenait un social-démocrate et c'est à moi qu'on l'a demandé. Donc j'étais assez étonné, j'étais assez ému. Mais j'essaye de faire le job et là j'ai réussi à faire passer les premières étapes du budget par 5 groupes politiques. C'est la première fois au Parlement européen qu'il y a 5 groupes politiques qui votent le document proposé par le rapporteur du budget. Donc aussi bien les amis d'Angela Merkel que les amis de Macron, que les écolos, que les sociodémocrates et même les amis de Mélenchon. C'est la première fois voilà, donc c'est beaucoup de boulot. Il faut expliquer, écouter, expliquer et rassembler. Et maintenant il y a le bras de fer. L'étape la plus compliquée, c'est le bras de fer avec les chefs d'État. Et j'ai redit l'autre jour au Parlement européen, j'avais la voix qui tremblait un peu parce que c'est pas facile, mais le 23 juillet, j'ai dit devant Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, devant les ministres allemands, j'ai dit je suis rapporteur général du budget et en conscience, je ne pourrai pas voter le prochain budget si on n'a pas 50 milliards de plus chaque année pour le climat et pour l'emploi. Et 50 milliards, c'est possible si on crée une taxe sur la spéculation. Voilà. J'avais peur de me faire jeter du groupe et en fait j'ai réussi à convaincre le groupe et là en septembre c'est l'ensemble du Parlement européen qui a voté un texte où on demande effectivement une taxe sur la spéculation qui rapporterait 50 milliards chaque année. Donc ça a fait un peu des mois chez les ambassadeurs, chez les chefs d'État. Le lendemain je voyais un ambassadeur très important, 3 jours plus tard un autre ambassadeur très important et puis on explique que oui, qu'il y a vraiment une urgence climatique, que ce n'est pas juste voilà, que le Green Deal, que la promesse d'agir pour le climat, ça ne peut pas être du greenwashing. Donc il faut qu'on se batte, qu'il y a besoin d'argent et qu'on peut utiliser autrement l'argent de la BCE, on peut faire une taxe sur la spéculation. Là, on est dans un café, on va payer de la TVA pour boire un café, pour boire un jus de tomate, tout le monde paye de la TVA.
L'autre jour, vous pouvez retrouver la vidéo, j'étais face à Madame von der Leyen et j'ai dit, quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. J'avais une boîte de raviolis. J'ai dit quand n'importe qui, même les gens les plus pauvres, doivent payer 5,5% de TVA. Même pour l'alimentation vitale, 5,5%. Tout le monde paye 5,5% de TVA pour contribuer au service public, à l'éducation. Pourquoi est-ce que c'est 0,0 sur les marchés financiers? Donc il faut créer une taxe au moins de 0,1 sur les marchés financiers. On aura 50 milliards chaque année pour isoler les maisons, pour faire des transports en commun, pour l'agriculture. Et donc, il y a quelques mois, j'étais un peu isolé. J'ai réussi à ce que l'ensemble, avec quelques amis, nous avons réussi à ce que l'ensemble du groupe social-démocrate, qui est incontournable, reprenne ses idées. Et depuis le 16 septembre, c'est l'ensemble du Parlement qui demande ça. Enfin, 66% des députés. Le vote, ça a été 66% des députés. Donc maintenant, les chefs d'État se disent, donc on va à un moment de tension, on va à un moment de négociation. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin que les citoyens nous aident, parce que les chefs d'État bougeront plus facilement s'il y a des millions de citoyens qui poussent. Si on s'était vu il y a 6 mois ou il y a 1 an, je vous aurais dit on est dans un moment passionnant où tout le monde voit les dégâts de la crise écologique, tout le monde le voit, il y a des feux de forêt monstrueux. Cet été, il y a eu 72 départements en France où les paysans ne pouvaient pas arroser comme ils voulaient parce qu'on manquait d'eau. Donc on est dans ce moment où tout le monde voit qu'il y a quelque chose de très grave et ça n'est pas encore foutu, c'est encore possible d'agir. Donc c'est un moment passionnant où tout le monde comprend. Voilà. Le problème, c'est qu'avec le virus, je passais mon temps à dire qu'on allait vers une nouvelle crise économique. Vu le niveau de dette aux États-Unis, quand je suis arrivé comme député, j'ai expliqué qu'on allait vers une nouvelle crise économique et qu'il y avait le risque que la crise économique et la crise sociale fassent oublier la crise écologique. Voilà, je passais mon temps à dire ça. Mais là, la crise, à cause du virus, la crise est beaucoup plus violente que ce que je ne pensais et la crise sanitaire, on se parle fin septembre, la crise sanitaire est en train de remonter. Donc il y a un énorme risque qu'on oublie la question du climat, y compris au Parlement européen. Il y a des députés importants qui, il y a 1 an, étaient d'accord avec Ursula von der Leyen pour dire que le climat est notre priorité. Et maintenant, ils disent avec la crise économique, les émissions de CO2 ont nettement diminué, donc c'est bon pour le climat, on peut attendre quelques années. Et je pense qu'ils sont de bonne foi et que de bonne foi, ils se trompent. Voilà. C'est pour ça que je leur mets à chaque fois sous les yeux la courbe qui montre, vous savez qu'à Mauna Loa, aux États-Unis, à 3000 mètres d'altitude, il y a un observatoire qui tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, mesure le CO2 dans l'atmosphère à 3000 mètres sur une montagne, très, très loin de toutes les industries, de tous les parkings polluants. Et on voit que cette année, on a les chiffres, 2020, de août 2019 à août 2020, c'est la plus forte augmentation du CO2 qu'on a jamais vue. 2,6 unités, 2,6 ppm en plus. Quand on a commencé à le mesurer dans les années 60, ça a augmenté de 0,9 ppm, 0,9 unités de CO2 chaque année, 0,9. Et là, on est à 2,6, c'est la plus mauvaise année jamais vue. Ça veut dire en fait qu'il y a une autonomie du dérèglement climatique, que le monstre échappe à son créateur. Voilà, que même quand nos sociétés, la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis font moins de CO2, notre économie, mais on a fait tellement de CO2 depuis 40 ans que le dérèglement climatique, il avance tout seul et que les feux de forêt en Australie, les feux de forêt en Sibérie, les feux de forêt en Californie, plus la déforestation au Brésil, font que cette année, alors que le CO2 fait par nos usines, fait par nos voitures, a réellement diminué, le bilan global pour la planète sera le pire. Donc il faut, et c'est des cercles vicieux. Plus de CO2 donne plus de feux de forêt qui donne plus de CO2, ou la fonte des glaces. Je viens de sortir un livre où il y a une courbe assez impressionnante. On voit que la glace, aussi bien du pôle Nord que du pôle Sud, en gros, était stable depuis un siècle. La nature était vraiment sympa, la planète était bonne mère ou bonne fille. Elle absorbait une grande partie du CO2, et même si la température réchauffait petit à petit, la fonte des glaces n'avait pas commencé. Et puis depuis 25 ans, on voit que la glace commence à fondre et que depuis 5 ans, elle fond de plus en plus vite. Et donc c'est un cercle vicieux. On a tous appris qu'une surface qui est blanche, elle renvoie la lumière et la chaleur, et tandis qu'une surface qui est foncée, elle va absorber la chaleur. Donc voilà encore, le premier cercle vicieux, c'est le dérèglement climatique qui fait les feux de forêt, et les feux de forêt font du CO2 qui accélère le dérèglement climatique. Le deuxième cercle vicieux, c'est le réchauffement fait fondre la glace, donc il y a moins de surface blanche, donc il y a plus de chaleur qui est captée par l'océan ou par la terre, et donc la chaleur, voilà. Donc c'est pour ça que les climatologues vous disent qu'on n'a plus que quelques années pour éviter un effondrement. Et le problème, c'est que la plupart des gens, je suis poli, qui nous dirigent, parce qu'on est enregistré, j'avais un mot plus violent, n'ont pas compris la gravité, n'ont pas compris qu'on est sur un problème qui n'est pas linéaire et qui peut se casser. Voilà. Et donc, quelqu'un qui est médecin, moi j'ai fait des études de biologie, on sait que les problèmes ne sont pas linéaires. Quand vous avez un cancer, si on a pris trop tard, si on n'a pas fait les bons soins, il y a un moment où il échappe à la maladie. Voilà. J'ai fait une lettre à Madame von der Leyen pour dire Madame la Présidente, vous êtes médecin, vous avez la beauté de la vie, mais vous savez aussi sa fragilité. Et il y a un moment, je pense que dans votre vie de médecin, vous avez été en situation d'échec. On a compris trop tard quelle était la maladie, on n'a pas fait le bon traitement ou la maladie résiste. Et là, sur le réchauffement climatique, on ne peut pas se tromper sur le diagnostic. On a vraiment plus que quelques années et
De même que la moitié des cancers se guérissent maintenant quand même. La moitié des cancers se guérissent, mais on met des doses de cheval, de chimio ou d'opération. Et là, si on veut gagner la bataille du climat, c'est encore possible, mais il faut y mettre des doses de cheval. Il faut que d'ici 10 ans, la moitié des maisons qu'on voit dans le quartier soient isolées, que la moitié des écoles soient isolées, qu'il y ait des transports en commun, que la plupart des gens prennent leur vélo ou leurs jambes pour avancer, ou il y ait des transports en commun efficaces, qu'il y ait du internet au débit pour les gens n'aillent pas. Dans mon coin des Pyrénées, tous ceux qui ont un boulot, ils prennent la voiture pour aller à Pierrefitte ou à Argelès parce qu'il n'y a pas de boulot. Voilà. Donc, est-ce qu'on met en place des transports en commun ou est-ce qu'on met du travail, du internet au début, qui ne prennent pas la voiture tous les... Non mais voilà, et tout ça, il faut des centaines de milliards. Donc je me bats avec d'autres, mais étant rapporteur du budget, j'ai une grosse responsabilité pendant encore quelques mois. C'est moi qui dois, au nom du Parlement européen, négocier le prochain budget. Et je travaille la main dans la main avec les ONG, avec les syndicats. Tout à l'heure, j'étais avec un responsable des syndicats européens. Hier, j'étais avec Adélaïde, qui est la Greta belge. Et encore lundi soir, on est au Théâtre national de Belgique, avec un grand climatologue, le Jean Jouzel belge, Jean-Pascal Van Diepersel, et avec la Greta belge, ou une des jeunes là. Donc il faut vraiment que chacun a son rôle. Hein. Les climatologues ne sont pas députés. Enfin, je suis député que depuis un an. C'est pas dans mon existence, je ne suis pas député. Mais là, j'ai une responsabilité de député. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse cause commune. Et chez moi à Bruxelles, au-dessus de mon bureau, j'ai une très belle photo de Václav Havel, juste après la chute du mur de Berlin. Et Václav Havel disait, quand le mur de Berlin est tombé, il disait « Chacun de nous peut changer le monde ». Il disait « Le peuple s'est réveillé avec une rapidité bouleversante. Il veillait, il attendait le moment propice. Il dit « Chacun de nous peut changer le monde, même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance. » Il dit « Et le mur de Berlin est tombé parce que des gens sans importance se sont dit « Maintenant, il y en a marre. J'en ai marre de ce système, je deviens complètement schizophrène, je ne supporte plus. » Au début, ils étaient 3, qui se parlaient d'un café ou à la sortie d'un théâtre ou d'un temple. Ils étaient 3, ils étaient 300, ils étaient 3000. Et en quelques semaines, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et là, je pense qu'il faut qu'on arrive à changer radicalement le système. Et au niveau européen, cette année est très importante. Il y a plein de choses à faire au niveau local. Hein. Il y a plein de choses à faire dans nos vies personnelles. Manger moins de viande, ne plus jamais prendre l'avion, ne pas prendre la voiture, voilà. Donc déjà dans notre vie perso, il y a ne pas jeter une chemise. Là, comme je suis filmé, j'ai pris une belle chemise, mais demain j'aurai une chemise toute... Non mais sans rien, j'ai parfois des chemises toutes élimées. L'autre jour je suis allé au Parlement, je n'avais aucun rendez-vous important, j'avais une chemise toute vieille. Mais si chacun de nous jette ses robes ou ses chemises dès qu'elles sont vieilles, on a une consommation d'énergie qui est catastrophique. Donc c'est d'abord dans notre vie personnelle qu'on peut changer. C'est aussi au niveau local qu'on peut faire plein de choses, dans l'alimentation, dans les transports en commun. Mais au niveau européen, c'est une fois tous les 7 ans, beaucoup de gens ne le savent pas, mais une fois tous les 7 ans, on peut changer les règles du jeu en matière économique et financière. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'essayer de faire bouger les choses. Surtout que l'association Reverse fait du bon boulot parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris la gravité du problème ou qui se protègent en pensant qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Et donc je pense que c'est bien de faire de la pédagogie, soit par des conférences, des dialogues, des vidéos, d'expliquer en même temps pourquoi c'est grave et très vite qu'il y a des solutions et que ça peut être une opportunité. Peut-être que vous pourriez aller filmer. L'autre jour à Grenoble, j'ai vu un monsieur qui vit dans un HLM depuis très longtemps et il disait depuis 3 ans on a isolé mon HLM et j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas un député, c'est un monsieur d'une famille modeste qui dit c'est plus confortable, isoler sa maison, ça crée de l'emploi, c'est bon pour la planète, c'est plus bon pour le confort et je gagne 800 € à titre égoïste. Voilà. Donc ça, il faut l'expliquer. Je pense qu'il faut en même temps dire la gravité du problème et dire que c'est en train de s'emballer, que le problème s'aggrave et qu'on n'a plus que quelques années pour agir, mais très vite dire bonne nouvelle, il y a des solutions et ce n'est pas comme une purge, comme un médicament que vous avez envie de vomir, mais il faut le prendre, mais vous avez envie de vomir. Agir pour le climat, ça peut être une bonne nouvelle. On peut avoir une alimentation plus saine, on peut respirer un air moins pollué, on peut gagner de l'argent sur nos économies, on peut faire des économies considérables sur les dépenses de chauffage et ne pas dépendre du point de vue collectif du gaz de M. Poutine ou du pétrole que nous vendent certaines grandes sociétés. Donc il faut l'expliquer, je crois que c'est ce que vous faites, ce travail d'explication et je pense que c'est vraiment très très utile. Car en même temps que vu la gravité du problème, il faut agir à tous les niveaux, un changement personnel, aider le changement collectif et le fait d'avoir des jeunes, moi j'ai l'impression d'être encore un peu jeune dans ma tête, et Jean Jouzel aussi, et voilà. Mais le fait d'avoir des gens de votre génération qui se remuent, ça, honnêtement c'est très important que l'autre jour, on était à Bruxelles avec Nicolas Hulot dans une des plus grandes salles de Belgique, la salle Flagey, qui est très belle, c'est là où Jacques Brel chantait autrefois, et la salle était archi pleine. Et il y avait au premier rang le chef des écolos de Belgique, ce qui est un peu pas surprenant, et puis un ministre libéral, un ministre de droite, qui avait dit que c'était grâce au mouvement de jeunes, que s'ils s'étaient intéressés au climat, c'était grâce au mouvement de jeunes qui défilent, les copines de Greta et d'Adélaïde et d'Anoua, et Adélaïde la Greta belge était juste derrière au deuxième rang, juste derrière les deux ministres, et il a dit que grâce au mouvement de jeunes, il s'était intéressé au climat, et que du coup il avait lu le petit livre de Jouzel, Anne Essel et Larouturou qu'il avait lu en une nuit,
Il a dit, je pensais que tout était faux, je pensais que les chiffres étaient faux. J'ai demandé au service du ministère de vérifier. Et comme tout est vrai, il dit, je pense qu'il faut réunir toutes les forces politiques, sauf l'extrême droite, autour de ce projet. Voilà. Et encore dans 3 jours, il m'invite devant le gouvernement wallon, devant le Parlement wallon, pour que j'explique nos idées. Donc je crois que ce que vous faites, voilà, il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui font des vidéos, il y en a, vous allez voir en Colombie pour expliquer, voir, montrer que et je pense aussi que c'est très bien de faire ce travail que vous faites en France, mais aussi d'aller voir en Colombie, ce que vous m'avez dit, pour montrer que c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui nous rappelle le principe de fraternité. J'étais à Madrid l'an dernier pour la COP, le sommet sur le climat, et on s'en prend plein la tête quand vous avez des femmes de Madagascar qui vous parlent du dérèglement climatique, des femmes d'Inde qui vous parlent, mais donc en même temps on voit la gravité. Moi j'ai été invité à Bamako il y a 3 ans, il m'a fallu plusieurs semaines pour retrouver le sommeil, parce que quand vous voyez la gravité de ce qui se passe en Afrique, ils parlent du sida climatique, ils vous disent que le vrai sida, le virus, le VIH a déjà fait des dizaines de milliers de morts, mais que le climat va faire pareil. Mais en même temps, on voit bien que la question du climat peut nous rassembler tous. Qu'on soit dans les quartiers Bourges du 16e arrondissement ou qu'on soit dans les quartiers pauvres de Colombie, on est tous concernés par la question du climat et on peut tous, chacun de nous se sent tout petit. Vous toute seule, vous ne pouvez rien faire, moi tout seul, je me sens ridicule, mais on sent bien qu'on a une responsabilité collective et que joyeusement, chacun de nous a son domaine d'action. Vous, ça va être d'expliquer des solutions, moi, ça va être de trouver du fric au niveau européen. Jean Jouzel, c'est d'expliquer avec des courbes pourquoi le problème climatique est grave. D'autres, c'est en innovant dans la construction en bois. J'ai vu l'autre jour un monsieur qui m'a convaincu qu'on pouvait construire en bois et ne plus jamais construire en béton, ce qui est bien mieux pour plein de raisons. Donc je crois que c'est comme les morceaux d'un puzzle et que joyeusement, on peut tous agir pour le bien commun, chacun de façon différente. Donc quand on m'a dit que vous aviez créé cette association, je trouve que c'est une très bonne idée. Ne jamais vous décourager. Je ne sais pas, vous êtes peut-être trop jeune pour connaître Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, c'est un grand résistant qui a fait un livre qui s'appelait « Indignez-vous ». Et j'étais vraiment un ami de Stéphane Hessel. On était vraiment très très amis. Et il m'avait appelé quelques jours avant de mourir en disant « Est-ce que tu veux venir ?» Donc je suis allé le voir, il me dit « Je viens, je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit. » Voilà. Donc on a d'abord parlé de sa vie qui avait été magnifique. Il espérait encore s'en sortir parce qu'il était très optimiste, mais il savait quand même que… Hein. Et il m'a dit « Pierre, il ne faut jamais se décourager. Il faut vraiment dire aux gens, ne vous découragez jamais. On a connu des systèmes totalement inhumains. On pensait qu'ils étaient là pour l'éternité et ils sont tombés. On a connu l'apartheid en Afrique du Sud où les Blancs étaient d'un côté et exploitaient les Noirs. Et puis l'apartheid est fini parce que des hommes et des femmes l'ont décidé. On a connu le mur de Berlin. Moi, quand j'étais à Sciences Po, ça ne nous rajeunit pas, mais en avril 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Voilà, il en était sûr, on ne discute pas, c'était le plus grand spécialiste. Et 6 mois plus tard, le mur de Berlin était tombé, non pas parce que les grands chefs l'avaient décidé, mais parce que des citoyens s'étaient mis en mouvement. Et après ça, les grands chefs, Gorbatchev, Helmut Kohl, Mitterrand, ont géré la suite intelligemment. Mais s'il n'y avait pas une pression des citoyens, il y a des pages magnifiques, je vous parlais de Václav Havel. Václav Havel, il n'avait jamais fait de politique. Son truc, c'était de faire du théâtre, de s'amuser avec les copains, de se promener avec son amoureuse, Olga, mais il n'a jamais fait de politique. Et puis un jour, en conscience, il s'est dit, ça n'est plus possible. Ce système, je n'en peux plus. Et donc, il commence à en parler à des copains. Chacun tout seul se dit qu'il ne peut rien faire, mais que si on est 3, si on est 30, si on est 3000, on peut faire bouger les choses. Et donc là, je crois qu'il faut écouter notre conscience. C'est stupide, mais parmi mes héros, donc il y a Václav Havel, il y a Mandela, qui parle du pouvoir de la vérité, du pouvoir d'écouter sa conscience. Il y a Adam Michnik, il n'est pas tchèque, il est polonais, qui dit chacun de nous a en lui une conscience qui lui dit ceci est bien et ceci est mal. Et parfois, le monde économique nous oblige à jouer. On a parfois l'impression qu'on est juste un rouage et que notre conscience, on l'écoute le soir quand on est avec les copains, mais qu'on doit fonctionner. Et je crois qu'écouter sa conscience et essayer de vivre de façon libre, en conscience, c'est une grande force. Et que l'histoire de l'humanité ne s'explique que parce qu'il y a des hommes et des femmes qui acceptent de vivre en conscience et qui redonnent du courage à d'autres. Donc si j'ai un message à faire passer, ne vous découragez pas, on peut gagner la bataille et puis on n'a pas le choix. Sinon dans 20 ans, on se dira tous qu'on a été nuls à chier, qu'on aura tous honte de nous si on ne gagne pas cette bataille. Donc chacun de nous a son poste, voilà, moi je suis député depuis 1 an, peut-être que vous serez un jour député, ou voilà, et on s'en fout. Chacun de nous doit se dire, tout seul je n'y arriverai pas, et donc je prends le temps de m'informer, et si je trouve qu'il y a une vidéo qui est efficace, j'en parle à d'autres. On a gagné la bataille du climat parce que j'avais fait une petite vidéo où j'expliquais la Banque du climat. En fait, j'étais passé dans une émission de télé chez Karim Rissouli, et puis Brut avait gardé 1 minute et demie qui expliquait la Banque du climat. En 2 mois, il y a eu 5 500 000 personnes qui l'ont vue. Donc parce que les gens se sont dit putain c'est intéressant, je la vois je mets sur ma page Facebook, je la mets sur Twitter, 5 500 000. Et du coup Emmanuel Macron a trouvé que l'idée était très intéressante. Je ne donnerai pas de nom de tel ou tel ministre qui ricanait sur la Banque du climat, mais quand il y a eu 5 millions de gens qui ont vu la vidéo, ils étaient complètement d'accord avec cette idée. Donc je pense qu'avec le virus c'est compliqué, mais je pense qu'il faut expliquer. Et je suis trop long, mais 3 mots-clés. Il y a 1 an, on a fait un événement, un peu plus d'1 an maintenant, en mars, il y a 18 mois,
avec 1000 climatologues à Jussieu, voilà, pour faire connaître le pacte climat qu'on défendait avec Jean Jouzel, qu'on défend avec Jean Jouzel et Anne Essel. Il y avait plein de gens très différents, et puis un jeune climatologue qui a dit qu'il déprimait, enfin qu'il était vraiment très inquiet, qu'il avait choisi la science parce qu'il pensait que la science allait faire le bonheur de l'humanité, mais qu'il commençait à se poser de grosses questions sur est-ce qu'on va vers le bonheur de l'humanité ou est-ce qu'on va vers une catastrophe. Et donc il disait qu'il voulait nous aider, Jean Jouzel, Anne Essel et moi, à faire avancer nos idées, avec 3 mots-clés, l'intelligence, la bienveillance et la fermeté. L'intelligence, il y a encore des gens qui n'ont pas compris le problème climatique, qui n'ont pas compris pourquoi il est en train de s'accélérer, qui n'ont pas compris les solutions, qui ne savent pas qu'on peut trouver de l'argent sans augmenter les impôts sur monsieur et madame tout le monde. Donc intelligence, bienveillance. Si ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on les insulte tout de suite, peut-être que leur cerveau va se rétrécir. Ok, Angela Merkel, Emmanuel Macron, pour le moment, ils sont très décevants. Au niveau européen, pour le moment, il n'y a rien, c'est du pipeau. Voilà. Mais si j'insulte Macron et Merkel et Van der Leyen, je ne suis pas sûr qu'ils vont rentrer dans une logique de dialogue avec moi. Donc, intelligence, bienveillance et fermeté. Ça n'est pas rigolo, ça n'est pas pendant 15 ans. Voilà. Un enfant de 5 ans fait la différence entre ce qui est pour de vrai et ce qui est pour de faux. Et le problème climatique et le problème de la justice sociale, les deux sont en même temps. On ne peut pas accepter ni une flambée du chômage, ni une flambée du dérèglement climatique. Et c'est pour de vrai. Donc on n'acceptera pas les beaux discours. Moi j'en ai marre des grands discours à la tribune de l'ONU. La planète brûle, la planète se venge de la folie des hommes. Et d'ailleurs on n'y met pas les moyens. Donc il faut leur foutre une pression de façon bienveillante, de façon fraternelle, mais de façon très claire et leur faire comprendre qu'on ne les lâchera pas. Qu'on ne les lâchera pas, qu'on veut vraiment gagner la bataille du climat. Et je pense que ce que vous faites peut aider. Et j'espère que ce que je fais va aider aussi. Et qu'on va peut-être travailler ensemble. Ça va comme ça? Welcome.